Bienvenue sur l'Écho des stars, où nous plongeons aujourd'hui dans l'une des tracks les plus intenses de l'univers de Dexter. Il n'est un secret pour personne que James Doakes n'a jamais fait confiance à Dexter. Aujourd'hui, nous allons passer en revue toutes les fois où Doakes a soupçonné Dexter d'être un tueur en série. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment cette obsession a mené à une confrontation finale inévitable, dont l'issue tragique allait changer le cours de l'histoire pour Doakes et Dexter. Le premier signe de la méfiance de James Doakes envers Dexter est apparu dès l'épisode 2 de la première saison, lors de la disparition de Matt Chambers. Ce chauffard récidiviste, responsable de plusieurs accidents mortels, avait toujours réussi à échapper à la justice en mentant, manipulant et jouant les victimes. Dexter l'a immédiatement identifié comme une cible, l'observant avec une fixation qui dépassait largement ses fonctions d'analyste en projection de sang. Doakes l'a remarqué sans tarder. Alors que le reste du département considérait Chambers comme un criminel de bas étage, Doakes a vu Dexter s'attarder, poser trop de questions, rester trop près et sembler personnellement investi. Pour Doakes, ce comportement était très inhabituel. Les analystes légistes étaient censés rester en arrière et collecter des preuves, mais Dexter planait comme un chasseur évaluant sa proie. Lorsque Chambers a soudainement disparu, Doakes n'a pas cru au hasard. Il n'avait aucune preuve, mais son instinct lui disait que Dexter était impliqué. Il voyait un schéma se dessiner. Chaque fois que Dexter manifestait un intérêt pour quelqu'un de particulièrement ignoble, Doakes ne pouvait pas le prouver, mais il commençait à voir Dexter comme bien plus qu'un simple laborantin étrange. Il soupçonnait qu'une force bien plus sombre le motivait. Ce moment a semé l'une des premières graines du doute dans l'esprit de Doakes. Contrairement à ses collègues qui trouvaient Dexter inoffensif, voire sympathique, Doakes refusait de croire à son numéro. Il ne voyait pas un analyste maladroit, mais un homme avec des secrets. Un homme qui observait des tueurs comme Chambers, non seulement avec dégoût, mais avec une intention bien précise. L'affaire Matt Chambers a peut-être été classée, mais pour Doakes, elle a ouvert la porte à une obsession qui ne ferait que croître. Lorsque Jason Reich, un élève modèle et rédacteur en chef de l'annuaire d'un lycée local, a été retrouvé assassiné, les soupçons de Doakes envers Dexter se sont à nouveau manifestés. « Je te jure, Morgan, après cette affaire, je vais demander ton évaluation psychiatrique », a-t-il lancé. Tandis que les autres détectives traitaient la scène avec une frustration professionnelle, Dexter l'examinait avec une fascination, presque une excitation, esquivant pour recréer les projections de sang sans même réagir à la brutalité du crime lui-même. La réaction de Dexter a dérangé Doakes. Il trouvait Dexter trop euphorique face à la situation. En arrivant sur les lieux, Doakes a déclaré qu'il allait faire interner Dexter pour une évaluation psychologique. Plus tard, alors que Dexter regardait le corps en souriant, Doakes lui a demandé si la scène de crime l'excitait. Doakes savait qu'aucune personne normale ne réagirait à un meurtre avec un tel niveau d'enthousiasme. Dexter a déduit sur place que le tueur avait de l'expérience. Doakes a confronté Dexter au bureau après l'arrestation du suspect, un jeune homme nommé Jeremy Dance. Dexter savait que Jeremy était un tueur et prévoyait de l'éliminer lui-même, mais la police l'a intercepté juste avant que Dexter ne puisse agir. Une fois Jeremy en garde à vue, Doakes a appelé Dexter à son bureau pour le rapport sanguin, mais quand Dexter est arrivé, Doakes s'est dirigé agressivement vers lui et a dit « Jeté à l'œil ». Il a dit à Dexter que son instinct était infaillible et a fait remarquer qu'il l'était toujours quand il s'agissait de tueurs, avant de lui demander pourquoi. Bien sûr, l'instinct de Doakes était également infaillible, et il lui a dit, une fois de plus, que Dexter était, comme il le disait souvent, un type bizarre. Alors que l'affaire du tueur au camion frigorifique, au cours de la première saison, s'intensifiait, le tueur redoublait d'ingéniosité en créant une scène de crime conçue pour raviver la mémoire de Dexter. Dexter a été appelé avec le reste de la Miami Metro dans une chambre de l'hôpital Marina View. Des nouvelles sont finalement arrivées par l'intermédiaire du lieutenant Laguerta, qui a informé tout le monde que l'opération avait réussi et qu'Angel irait bien. Avec cette nouvelle, Dexter a décidé de partir. Alors que presque personne d'autre ne l'a remarqué s'éclipser, Doakes, lui, l'a fait. Le détachement de Dexter ne convenait pas à James. Il a suivi Dexter
et l'a arrêté net alors qu'il tentait de quitter l'hôpital. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? Doakes était encore plus suspicieux. Il a trouvé le comportement de Dexter étrange et inapproprié pour quelqu'un qui venait d'apprendre que son ami allait vivre après une attaque quasi fatale. Il a interpellé Dexter dans le couloir, en direction de l'ascenseur, et l'a interrogé sur les raisons de son départ à un moment si critique du rétablissement d'Angel. La confrontation était tendue et directe, Doakes accusant presque Dexter d'être indifférent au sort d'Angel. Il pouvait sentir que Dexter était inhabituellement froid, à un moment où il aurait dû être soulagé et célébré avec tous les autres. Doakes s'est concentré sur l'absence de réponse émotionnelle normale de Dexter, y voyant non pas du sang-froid, mais une preuve supplémentaire qu'il était quelque chose de plus sombre que quiconque ne pouvait l'imaginer. Il s'est approché très près de Dexter, son agressivité pleinement affichée à ce moment-là. Il a poussé Dexter contre un mur, sa main restant sur son épaule, et lui a demandé si l'amélioration de l'état d'Angel lui faisait ressentir quoi que ce soit. Habituellement du genre à laisser le comportement hostile de Doakes glisser sur lui, Dexter a finalement réagi de la même manière. Il a dit à Doakes de retirer sa main de lui. Doakes a dit que sa réaction confirmait ce qu'il avait toujours pensé, mais il a retiré sa main et a laissé Dexter continuer son chemin. Mais il n'allait pas le lâcher. En fait, il ne faisait que commencer. Comme en témoigne la chambre d'hôtel remplie de sang et les scènes de crimes macabres laissées partout à Miami, l'affaire du tueur au camion frigorifique fut l'une des enquêtes les plus troublantes de la Miami Metro. Le TCF laissait des corps de travailleuses du sexe exsangues et chirurgicalement démembrés, captivant le département des homicides et inquiétant la ville. Le tueur, révélé plus tard être Rudy Cooper, alias Brian Moser, opérait avec un modus operandi unique qui le distinguait des autres tueurs appréhendés par le département. Ces meurtres n'étaient pas chaotiques ou impulsifs, mais plutôt méthodiques et délibérés, marqués par une tentative dérangeante d'artistique. Ces victimes étaient soigneusement sélectionnées, vidées de leur sang, démembrées, et leurs parties corporelles coupées étaient mises en scène publiquement dans des expositions grotesques. Ces scènes de crime étaient des provocations pour la police et semblaient conçues pour attirer l'attention. Des parties de corps laissées dans des zones où elles seraient rapidement découvertes. Contrairement à la plupart des tueurs qui tentaient de cacher leurs crimes, le tueur au camion frigorifique voulait que son œuvre soit vue, étudiée et, surtout, reconnue par Dexter. Encore une fois, le tueur au camion frigorifique ne tuait pas seulement pour le plaisir. Il construisait un message pour Dexter, son jeune frère dont il était séparé, qui avait été témoin du meurtre brutal de leur mère. Tandis que Dexter fut adopté et élevé par la famille Morgan, où il reçut le code pour canaliser ses pulsions sombres vers le bien, Brian grandit en institution, livré à ses pulsions homicides sans retenue. Les meurtres, avec leur mise en scène méticuleuse et leur démembrement glaçant, étaient une forme de communication tordue destinée à rapprocher Dexter de la vérité sur son passé, que tous ceux de son entourage, à commencer par Harry, s'étaient efforcés de lui cacher. Brian voulait montrer à Dexter qu'ils étaient pareils, liés par le sang et le traumatisme, et que les règles de la société n'avaient pas à s'appliquer à eux. Il en avait assez que Dexter vive sa fausse vie avec celle qu'il considérait comme sa fausse sœur. Il voulait récupérer son frère et qu'ils tuent ensemble quand ils le voulaient. L'affaire a atteint son paroxysme lorsque Rudy a enlevé Deborah, qu'il avait trompée en lui faisant croire qu'il voulait l'épouser. Lorsqu'elle est partie le rencontrer un soir pour dîner, mais n'est pas revenue au travail, le département des homicides s'est mobilisé pour la retrouver. Ils savaient qu'elle était partie voir Rudy et qu'il était obsédé par les parties du corps, et ils ont découvert plus tard qu'il s'intéressait aux prothèses. Ils ont commencé à comprendre que Rudy était impliqué non seulement dans sa disparition, mais aussi dans l'attaque d'Angel, et qu'il semblait être le suspect le plus probable dans l'affaire du tueur au camion frigorifique. Maria et Doakes se sont rendus à l'appartement de Dexter le lendemain matin pour lui demander s'il savait où était Deb et lui annoncer qu'elle avait disparu, et que son petit ami était probablement un tueur. Dexter a fait semblant d'être choqué par la nouvelle,
mais Dawes lui a immédiatement dit d'arrêter son cinéma. Il a été révélé que Dexter avait une longueur d'avance sur la police en découvrant que Rudy était l'agresseur d'Angel. Il avait effectué des tests sanguins secrets pour confirmer que c'était Rudy, mais n'en avait informé personne d'autre au département. Dawes a exigé que Dexter lui dise ce qu'il savait d'autre, et quand Dexter a dit qu'il n'en savait pas plus, Dawes l'a traité de menteur sur le champ. Il ne croyait pas à son numéro, comme d'habitude. Maria, qui avait une affection particulière pour Dexter, a empêché Dawes de l'antagoniser davantage à ce moment-là. Mais il n'allait jamais laisser Dexter tranquille, surtout maintenant que la vie de Deb était en jeu. Après l'enlèvement de Deb par Rudy, l'instinct de Dexter et ses souvenirs d'enfance fragmentés l'ont conduit au chantier naval où leur mère était morte. Tandis que le reste de la Miami Metro passait au peigne fin les pistes officielles et fouillait l'appartement de Rudy à la recherche d'indices, Dexter assemblait toutes les pièces du puzzle, ayant compris que tout cela était un message élaboré, destiné uniquement à lui. Ses souvenirs refoulés d'avoir été laissés dans une mare de sang de sa mère, à l'intérieur d'un conteneur maritime, sont revenus après la scène de crime de l'hôtel, et ils n'ont fait que se développer les jours suivants. Dexter a réalisé que si Rudy le forçait à revivre ses origines, l'endroit le plus logique pour emmener Deb serait un conteneur maritime dans le chantier où tout avait commencé. Suivant cette intuition, Dexter s'est éloigné de l'enquête pour chercher Deb à sa manière, poussé à la fois par le désespoir de la sauver et par un étrange sentiment de familiarité avec Rudy. Mais Dexter n'était pas le seul à agir en dehors des canaux officiels. Le sergent Dawes, déjà convaincu que Dexter cachait quelque chose en rapport avec l'affaire, l'a filé jusqu'au chantier naval. Voyant Dexter s'éloigner de la recherche coordonnée du département, malgré le fait que sa propre sœur soit la victime cette fois-ci, Dawes l'a suivi, interprétant son comportement comme suspect et déraisonnable. Dexter s'est dirigé directement vers le conteneur maritime dans lequel sa mère avait été tuée, ayant trouvé le numéro de la boîte dans de vieilles coupures de presse qui couvraient l'histoire à l'époque. Mais quand il l'a ouvert, il était rempli de bananes. Visiblement agité, Dawes a confronté Dexter sur le champ, exigeant de savoir pourquoi il était là et comment il pouvait penser chercher sa sœur dans une boîte de fret. Le moment de l'arrivée de Dexter, combiné à sa concentration intense, n'a fait qu'approfondir la certitude de Dawes que Dexter avait un lien intime avec les crimes du tueur au camion frigorifique. Pour Dawes, ce n'était pas seulement un comportement étrange, c'était la confirmation que Dexter cachait son lien avec le tueur au camion frigorifique, même si cela signifiait que sa sœur pouvait mourir. Dexter a essayé de s'en sortir par la parole, mais Dawes n'a rien voulu entendre. Après une remarque cinglante sur la commande de meubles de Thaïlande, Dawes a frappé Dexter à l'estomac, et Dexter a riposté, tordant le bras de Dawes et le forçant contre la paroi du conteneur. Qui sait jusqu'où l'altercation aurait pu aller si elle n'avait pas été interrompue par un ouvrier du chantier naval. Mais la capacité de Dexter à se défendre contre quelqu'un d'aussi fort que Dawes a confirmé davantage la théorie de Dawes selon laquelle il était un imposteur. La force de Dexter prouvait qu'il n'était pas juste un intello de laboratoire. Les intellos de laboratoire ne sont normalement pas aussi forts ou agiles. Dawes se rapprochait de plus en plus de la découverte du secret de Dexter. Son instinct s'avérait une fois de plus aiguisé que celui de quiconque au département lorsqu'il s'agissait de l'obscurité de Dexter. Et les indices de sa tromperie ne cessaient d'affluer. Après qu'Angel ait découvert le vrai nom de Rudy, Brian Moser, le département a pu rechercher toutes les propriétés immobilières à son nom, ce qui les a finalement conduits à l'endroit où ils retenaient Deb. Ils sont arrivés et ont fait une descente dans les lieux, armes au poing, prêts à éliminer Brian si cela signifiait sauver la vie de Deb. À leur surprise, Dexter était déjà là. Brian l'avait amené là, avec l'intention de faire de Deb leur première victime commune. Même si toute autre personne présente aurait été tentante pour Dexter, il ne pouvait jamais blesser Deb. Il ne pouvait pas dire qu'il l'aimait alors, mais il a dit à Brian qu'il tenait à elle, une personne que Brian considérait comme sa fausse sœur et un obstacle à leur vie de duo meurtrier. Il savait que si Dexter pouvait le choisir plutôt que Deb, son côté sombre serait libéré et il pourrait tuer en toute impunité, sans avoir à adhérer au code de Harry
qu'il considérait comme un mensonge et une mascarade. Mais Dexter ne tuerait pas Deb, et il ne laisserait pas Brian le faire non plus. Et juste au moment où ils commençaient à se battre, la police de Miami Metro est arrivée sur les lieux. Dawes a fait irruption dans la pièce juste au moment où Brian s'échappait, et Dexter l'a dirigé dans la direction où son frère avait couru, sans jamais quitter le côté de Deb. Après que Deb ait été sauvée et prise en charge par les ambulanciers, Maria et Dawes ont interrogé Dexter sur la façon dont il avait pu arriver là avant la police. Dexter a expliqué que Brian l'avait appelé et avait exigé qu'il se présente seul, sinon il tuerait Deb. Voulant préserver la vie de sa sœur, il avait suivi les instructions. Et si cette explication semblait suffisante pour Maria, Dawes, encore une fois, n'y a pas cru. Il savait que Dexter était lié à Brian d'une manière qu'il ne révélait pas. Sans Deborah, Dexter aurait pu avoir de gros problèmes. Mais quand elle a entendu Dawes menacer son frère d'une suspension immédiate et d'une enquête approfondie, elle l'a défendu, disant à Dawes de laisser son frère tranquille, le qualifiant de héros. Cela a fonctionné sur le moment, mais James n'avait aucune intention de reculer. En fait, à la fin de l'enquête sur le tueur au camion frigorifique, il était plus déterminé que jamais à découvrir ce que Dexter cachait. À la fin de la saison 1, il est garé devant la maison de Rita, traquant Dexter sans même se cacher, se préparant à l'une des confrontations les plus intenses de la série. Après la clôture de l'affaire du tueur au camion frigorifique, Dawes était déterminé à comprendre ce qui n'allait vraiment pas avec Dexter. Il le suivait partout et ne lui laissait aucun répit. La première règle du code de Dexter stipule qu'il ne doit pas se faire prendre. Il a donc été contraint de commencer à se comporter comme une personne normale, jusqu'à ce qu'il puisse semer Dawes et le faire lâcher prise. Il a commencé à jouer au bowling avec l'équipe d'Angel pour paraître normal et ne donner à Dawes rien de concret à se mettre sous la dent. Il s'est dit que s'il paraissait aussi ordinaire que possible, Dawes finirait par perdre tout intérêt à le suivre et il pourrait reprendre son rituel habituel. Mais Dawes ne lâchait pas facilement. Ses soupçons envers Dexter n'allaient pas s'éteindre si aisément. Au lieu de cela, Dawes est resté sur lui, allant même jusqu'à s'asseoir dans le bowling et le regarder jouer des matchs entiers avant de le perdre de vue. Il connaissait l'emploi du temps de Dexter par cœur, jusqu'aux soirées pizza avec les enfants de Rita. Dexter lui a demandé s'il ne voulait pas prendre un jour de congé et pourquoi il continuait à le suivre. En réponse, Dawes a dit à Dexter qu'il savait que Dexter était lié au tueur au camion frigorifique. Il en savait plus cependant. Il a fait savoir à Dexter qu'il était conscient que tous ses actifs étaient en espèces, qu'il n'était membre d'aucun groupe d'intérêt spécial ou d'anciens élèves, et qu'il était premier de sa classe en faculté de médecine. Mais il savait aussi, surtout après leur rencontre au chantier naval, que Dexter connaissait les arts martiaux, mais ne comprenait pas pourquoi un nerd comme Dexter aurait besoin de connaître le jiu-jitsu. Dexter a expliqué cela comme un crédit universitaire facile, mais Dawes l'a également traité de menteur pour cela. Peu importe ce que Dexter disait ou à quel point il essayait de paraître normal, Dawes n'allait jamais rien croire. Sa méfiance envers Dexter avait dépassé tout ce qui était sain. Il était obsédé. Étudiant sa routine, examinant ses dossiers universitaires, surveillant même sa famille, c'était trop. Sans le savoir, Dawes était sur une trajectoire de collision qui allait causer sa perte. Et Dexter avait toujours une longueur d'avance. La couverture de Dexter aux Narcotiques Anonymes est née du désespoir, un mensonge commode pour expliquer ses disparitions constantes et son comportement secret, et comment il avait pu piéger l'ex-mari de Rita, Paul, en utilisant de l'héroïne. À cause de Paul, Rita avait déjà traversé des années difficiles avec un toxicomane. Elle a donc volontiers cru Dexter lorsqu'il lui a dit qu'il avait un problème de drogue. Elle l'a encouragé à assister aux réunions des NA, pensant que cela pourrait les rapprocher et donner à leur relation une réelle chance et un nouveau départ. Dawes suivait toujours Dexter partout et l'a finalement trouvé à une réunion des NA.
L'histoire de la dépendance à l'héroïne a semblé enfin éclaircir certaines choses. Du fond de la salle, Doakes a observé Dexter parler en détail de ses envies et de ses pulsions, et de la lutte qu'il menait pour les maîtriser. Pour la plupart des gens présents, cela semblait authentique. Et même Doakes, aussi sceptique qu'il fut, a senti que cela expliquait beaucoup du comportement étrange de Dexter. Pour une fois, les nuits tardives, l'évasion et la manière sans émotion dont il se comportait pouvaient tout être expliquées par les cicatrices de l'addiction. Pourtant, Doakes n'était jamais du genre à prendre les choses au pied de la lettre. Un jour, lorsque Dexter est arrivé au travail, l'air particulièrement fatigué, il a demandé à Deb si Dexter avait rechuté. La réaction de Deb l'a pris au dépourvu. Au lieu de confirmer l'histoire, ou même de montrer de l'inquiétude, elle a ri. L'idée que Dexter soit accro à une drogue quelconque lui semblait absurde, si peu dans son caractère qu'elle l'a balayé d'un sourire et d'un commentaire sarcastique. Elle a dit à Doakes, sans détour, que son frère n'était pas un toxicomane et n'avait même jamais fumé une cigarette. Ce moment a déclenché un interrupteur dans la tête de Doakes. Si Deb trouvait l'idée que Dexter est un problème de drogue risible, cela signifiait que Dexter ne s'était pas confié à elle et qu'il n'était probablement pas du tout un toxicomane. L'histoire a soudain semblé fragile à Doakes, juste un autre mensonge que Dexter racontait pour rester discret. Ce qui avait commencé comme une explication acceptable s'est instantanément effondré avec la réponse de Deb. Il est reparti plus certain que jamais que Dexter cachait quelque chose de plus sombre, quelque chose au-delà des drogues. La couverture des NA a peut-être été assez intelligente pour tromper Rita et les gens présents, mais pas Doakes. Pas pour très longtemps, en tout cas. Il savait alors que son instinct avait eu raison depuis le début. Dexter mentait à nouveau, et la vérité serait bien pire qu'une dépendance à l'héroïne. Après avoir réalisé que Dexter mentait, Doakes savait qu'il devait recommencer à le traquer. Il a pénétré dans le laboratoire de Dexter et a examiné les enregistrements de Harry parlant avec Laura Moser. Doakes ne savait pas que Laura était la mère de Dexter, mais il savait que Dexter n'écouterait des cassettes aussi anciennes que si cela avait un rapport avec ce qu'il cachait. Il a fait savoir à Dexter que Deb avait confirmé que Dexter n'était pas toxicomane. Ils ont eu une autre confrontation tendue, au cours de laquelle Dexter a averti Doakes de le laisser tranquille, mais cela n'allait pas se produire. Dexter est allé voir La Guerta pour déposer une plainte formelle contre Doakes pour avoir fouillé ses affaires, l'avoir menacé et l'avoir harcelé en dehors des heures de service. La Guerta a convaincu Dexter de patienter, mais cela n'a guère calmé les choses. Dexter est passé à l'offensive après cela. D'abord, il a fait croire que l'obsession de Doakes pour lui le distrayait de son travail. Il a donné à Doakes de mauvaises informations sur les projections de sang dans une affaire sur laquelle ils travaillaient ensemble, pour le faire paraître incompétent et mal préparé à assumer ses fonctions. Même La Guerta était de son côté. Furieux, Doakes a attendu Dexter dans son laboratoire. Quand il l'a confronté, il a dit à Dexter qu'il ne trouvait aucune trace écrite de ses premières années, indiquant qu'il avait enquêté sur Dexter par les voies légales et illégales. Mais Dexter n'allait pas reculer. Il a dit à Doakes, en termes non équivoques, qu'il aurait toujours une longueur d'avance. Puis, il a mis ses mains dans ses poches et a donné un coup de tête au sergent si fort que Doakes est tombé par terre. Dexter est sorti de son laboratoire à ce moment-là et Doakes l'a suivi, l'attaquant au milieu de l'open space devant tout le monde. Dexter a joué le rôle de la victime insoupçonnée et a laissé Doakes le frapper. Après que l'équipe ait éloigné Doakes de lui, La Guerta a suspendu Doakes, le mettant en congé administratif sans solde en attendant une enquête interne. Si Dexter a pu penser que cela débarrasserait Doakes de lui une fois pour toutes, cela n'a en fait fait que le libérer pour le suivre de plus près encore. Pendant son congé, Doakes a pénétré dans l'appartement de Dexter, où il a trouvé les lames de sang, qui ne constituaient pas des preuves en soi. Il a pensé qu'il devait les faire analyser et les faire correspondre aux victimes du boucher de Bay Harbor pour vraiment coincer Dexter.
Avant qu'il ne puisse les transmettre à ses contacts capables de le faire, le FBI l'a intercepté et a trouvé les lames dans le coffre de Doakes. Il ressemblait au suspect évident dans l'affaire du boucher de Bay Harbor. Mais Doakes savait que c'était Dexter. Il l'a donc filé jusqu'à la cabane dans les bois où il venait de tuer Santos Jiménez, l'un des hommes responsables de la mort de sa mère. Et alors que Dexter jetait les sacs dans l'eau, Doakes l'a finalement confronté, son arme prête. Il savait alors, sans l'ombre d'un doute, que Dexter était le boucher de Bay Harbor. Il a essayé de l'arrêter, mais même menotté, Dexter a réussi à maîtriser Doakes, et le reste appartient à l'histoire. Tout comme tous ceux qui, après lui, soupçonneraient Dexter d'être le boucher de Bay Harbor, Doakes n'a pas survécu à son enquête. Dexter l'a enfermé dans la même cabane où il avait tué Jiménez. Et bien qu'il n'ait eu l'intention que de faire passer Doakes pour le boucher et non de le tuer, il n'est jamais sorti de cette cabane. L'ex-obsessionnel de Dexter, Lila, a finalement trouvé la cabane qu'il visitait et l'a fait exploser pour sauver Dexter. Et avec sa mort, s'est achevée l'enquête sur le boucher de Bay Harbor et la menace que Doakes représentait pour Dexter. Ce fut une fin injuste, mais qui a permis à Dexter de se recentrer sur sa vie, sa famille et sa routine. Néanmoins, Doakes avait eu raison tout le temps, et sa poursuite incessante lui a coûté son emploi, ses amis, sa réputation et, finalement, sa vie. Peut-être que certains mystères sont mieux laissés non résolus.